Bienvenue sur le podcast de Travailler et vivre en Suisse. Certains font des petits arrangements légers sur leur CV pour le rendre plus attractif. Certains mentent carrément en mettant par exemple de faux diplômes. Mais savez-vous que certaines entreprises font des recherches très poussées sur les candidats qu'elles veulent recruter ? Diplôme, expérience, réputation et parfois même finance, tout est potentiellement passé au crible. Et c'est précisément avec l'une de ces sociétés spécialisées dans la recherche d'informations de candidats que nous sommes aujourd'hui. Marc Tinguely de la société Equivalent va nous parler de son activité et décrypter pour nous une face souvent cachée du recrutement. Allez, c'est parti! Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste, David Talerman. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler des CV gonflés, des CV qui ne disent pas la vérité, des CV qui comportent des omissions. Bref, nous allons parler des mensonges sur le CV, je pense qu'on peut dire les choses comme ça. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marc Tinguely, Business Development Manager chez Equivalent, une société qui est spécialisée dans la vérification de CV. Alors, Marc, est-ce que vous pouvez nous présenter votre société ? Bonjour David, déjà merci beaucoup pour votre invitation. Donc effectivement oui, Equivalent est une entreprise suisse qui a été fondée en 2015 à Yverdon-les-Bains et qui propose une plateforme digitale qui est leader en Suisse dans le domaine de la vérification des antécédents, qu'on appelle aussi background check. Grâce à notre interface qui est en ligne et sécurisée, en fait, nos équipes collectent et vérifient des informations qui seront pertinentes et qui permettent aux employeurs de réduire le risque lié à une erreur de recrutement. Typiquement, les informations que nous vérifions sont les suivantes. Donc, il y aura tout d'abord les documents officiels d'identité, les éléments du CV tels que les diplômes ou les expériences de travail, l'extrait ou les extraits selon les cas de casier judiciaire, la probité financière et également la présence sur Internet et les réseaux sociaux, de même que les potentiels conflits d'intérêts, c'est-à-dire les activités annexes que pourrait avoir une personne à côté de son travail. Excellent. Alors, merci Marc. Alors, juste peut-être pour préciser, en fait, tous ces services sont compris dans un service qui prend tout ça, ou c'est vraiment à la demande? Est-ce que l'entreprise va vous demander plutôt ça comme service, ça comme information, ou alors est-ce que c'est l'ensemble que vous vérifiez? Alors, on a différents packages qui sont standardisés et qui vont être en fait liés, si vous le voulez bien, à la sensibilité d'un poste. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller vérifier exactement les mêmes informations pour un poste qui serait moins sensible ou plus sensible qu'un autre. D'accord, merci, je comprends. Effectivement, je suppose que pour des postes d'exécutif ou de top manager, on demande effectivement, et c'est logique, beaucoup plus d'informations. Merci, merci pour ces précisions. Alors, quelles sont les omissions ou les mensonges les plus courants que vous observez dans votre activité? Alors, c'est une excellente question. Et il existe en fait deux volets, je dirais, de réponse à la question. Il faut tout d'abord comprendre que nous faisons la différence entre ce qu'on appelle des imprécisions, donc des points d'attention, et ce qu'on pourrait appeler des mensonges, c'est-à-dire des indications finalement de risque au niveau de l'intégrité. Donc les imprécisions dans les déclarations concernent jusqu'à environ 50% des dossiers que nous traitons et ont principalement trait aux éléments du CV. Donc environ 70%, c'est au niveau de l'expérience de travail que des éléments ressortent. Donc par exemple des dates d'engagement qui ne sont pas exactement précises, le type de contrat qui n'est pas mentionné, par exemple un contrat qui serait temporaire devrait en théorie être mentionné sur le CV, le nom de l'employeur qui n'est pas forcément précis ou pas le bon. Par exemple, une personne qui serait placée auprès d'une entreprise via un cabinet d'intérim devrait également le mentionner dans le CV. Parce qu'on pourrait finalement profiter, alors qu'on n'a pas vraiment été
disons, employé d'une entreprise, on pourrait profiter de cette manière de son image de marque. Oui. Et puis, 3 fois sur 10, donc pour environ 30%, c'est au niveau du diplôme qu'il y a des imprécisions. Donc là, on sera plutôt sur le niveau du diplôme, sur la date d'obtention, sur le titre exact du diplôme qui n'est pas précis, ou encore des fois un manque de transparence sur l'obtention ou non du diplôme. Par exemple, un diplôme qui est en cours d'obtention, mais qui apparaît sur le CV comme un diplôme déjà obtenu finalement. Mhm. Et puis le deuxième niveau de réponse concerne donc là ce qu'on pourrait appeler des mensonges, donc ce qu'on appellera finalement nous des éléments non conformes. Il faut savoir que depuis 2015, nous gardons des statistiques donc sur tous les dossiers qui passent chez nous, et que année après année, on a un pourcentage de dossiers non conformes qui ressortent entre 6 et 10% des dossiers qui sont traités. Ouais, quand même. On a, oui, c'est effectivement quand même un pourcentage significatif, même si ça ne concerne de loin pas l'entier de la population. On a effectivement quatre éléments principaux qui ressortent sur ces dossiers qui contiennent des éléments non conformes. Nous avons tout d'abord pour 48% la probité financière. Donc la probité financière, ça vaut peut-être la peine de le définir. C'est la capacité d'un individu à respecter ses engagements financiers. Le deuxième élément qui revient le plus souvent, donc pour environ 20% de ces dossiers, ce sont les conflits d'intérêts, donc les activités annexes d'une personne ou les liens de la personne ou de membres de la famille à par exemple des partis politiques. Oui. Le troisième aussi pour environ 20%, ce sont des adresses officielles non déclarées. Donc il faut savoir que l'adresse principale ainsi que l'historique d'adresse des personnes est crucial pour pouvoir aller rechercher certaines informations financières et judiciaires, et que donc si on n'a pas des adresses qui sont correctes ou précises, on ne peut pas faire les recherches au niveau judiciaire et financier de la bonne manière. Et puis le dernier point, on dira principal, c'est les éléments du casier judiciaire qui reviennent non conformes. Et là, on a un bon 8% des dossiers traités où c'est le casier judiciaire qui pêche, entre guillemets. Ok, merci. En fait, c'est très intéressant, mais ça fait très peur aussi, je trouve. Mais bon, quelque part, on ne parle que de 6 à 10% des personnes. Alors, j'ai une petite question quand même concernant la probité financière. Donc, si je comprends bien, ce serait par exemple dans le cadre de personnes qui font un contrat, qui s'engagent par exemple à racheter une société ou ce genre de choses. C'est ça que, en tout cas, les enjeux qu'il y a derrière, ou bien? Alors, les choses finalement qu'on va vérifier, ce seront est-ce que quelqu'un respecte ses engagements financiers, donc ses engagements contractuels, voilà, envers des tiers. Typiquement, en Suisse, nous allons faire plusieurs vérifications, dont les vérifications auprès des offices des poursuites pour vérifier qu'une personne n'a pas de poursuite engagée contre elle. Voilà. Ça peut aussi se traduire en France. Typiquement, on n'a pas accès à ce registre-là. Par contre, on va pouvoir, selon les employeurs, demander une copie de la déclaration d'impôt des gens, ou demander auprès des banques une attestation de bonne tenue de compte. Ouais, ça va loin quand même, hein. Ça va très très loin. Hein. Ça va loin. Après, il faut bien se rendre compte que, évidemment, ma foi, cette probité financière est intimement liée à la possibilité ou non de se laisser tenter, évidemment, par une tentative, par exemple, de corruption, ou par une tentative de fraude. Quelqu'un qui
n'a entre guillemets rien à perdre du côté financier, mais par définition tout à gagner. Et donc ça rentre en ligne de compte dans finalement le système de valeur d'une personne. Effectivement, oui, je comprends, c'est très intéressant. Vous, alors, donc là, vous avez donné une indication. Donc, en fait, les recherches que vous effectuez, vous les faites bien sûr en Suisse, mais potentiellement aussi à l'étranger, hein, si j'ai bien compris. Là, vous avez donné l'exemple de la France. Oui, alors effectivement, on est finalement dans l'obligation quasiment de faire des recherches à travers l'Europe et à travers le monde parce que les candidats qui sont engagés, même si une grosse partie de nos clients sont en Suisse, les candidats qui sont engagés ou qui sont dans des processus de recrutement n'ont pas tous toujours vécu en Suisse. Donc il faut être capable d'aller rechercher les informations là où elles sont. Ça peut être la France, ça peut être le reste de l'Europe, ça peut être le reste du monde. Tout dépend finalement des parcours des différents candidats. Merci, Marc. Alors, une question, est-ce qu'il existe un profil type en tout cas, du candidat menteur dans un premier temps, et puis après, le profil type du candidat qui omet? Mais on va déjà commencer par le candidat menteur. Est-ce qu'il y a un profil type ou pas? Est-ce que vous avez des stats là-dessus? Oui, donc bon ben alors évidemment très très bonne question. Donc on a abordé finalement la différence, la petite nuance qu'on mettait entre le mensonge et puis ce qu'on appelle l'imprécision. Donc entre un élément non conforme et un point d'attention. Mais après c'est une chose difficile de vouloir tirer des généralités concernant le profil des candidats. De notre expérience, il existe plus ou moins le même nombre de tricheurs, quelle que soit la manière de découper la population observée. Par contre, un point qui est vraiment qui est une tendance très claire et qu'on relève chaque année, c'est que finalement le temps que les candidats prennent pour mettre à disposition des informations demandées ou pour valider leurs données sur notre plateforme est extrêmement lié à la conformité des dossiers. C'est-à-dire que plus un candidat va mettre longtemps à nous répondre, plus ça va être difficile de l'activer entre guillemets, plus il sera probable qu'il y ait des éléments de risque qui ressortent de la procédure. Oui. Après, si on voulait faire ressortir quand même une ou deux tendances qu'il faut prendre avec des pincettes, car ce sont vraiment des différences qui sont toutes relatives. On peut dire que parmi les candidats plus jeunes, on a tendance à être moins précis au niveau des déclarations. On observe aussi que du côté des anglo-saxons, on semble avoir plus de dossiers qui sont non conformes que auprès, on va dire, d'autres cultures. Et puis, un petit point dont on peut être fier, entre guillemets, c'est que les résidents en Suisse sont année après année des bons élèves en matière de transparence et d'intégrité. D'accord. Bon, écoutez, alors ça, c'est vrai que c'est quand même, c'est vraiment intéressant. Enfin, j'aimerais bien être une petite souris pour aller dans vos bases de données et regarder tout ça en détail. Mais je comprends effectivement, c'est toujours aussi difficile finalement de tirer des statistiques globales. Alors, Alors, à ce propos des statistiques, c'est un sujet évidemment qui est passionnant et sur lequel on publie chaque année un article qui détaille nos statistiques et il y a aussi la possibilité d'aller plus en profondeur sur ces statistiques avec nous. Après, évidemment, tout est anonymisé et on défend les données, les données de nos clients ainsi que des candidats avec notre vie, si je puis dire. Parce que c'est la chose la plus importante dans notre métier finalement. Les clients entreprises qui mandatent Equivalent le font-elles de manière systématique ou bien lorsqu'elles ont un doute sur un candidat? C'est effectivement une excellente question. Et je dirais que la réponse se décline finalement en trois volets. Le premier étant que l'article 328B du Code des obligations prévoit qu'on ne vérifie que les éléments pertinents pour un poste concerné
au sein d'une procédure de screening. Donc ça implique qu'avant de mener un background check sur un poste, une entreprise devrait définir déjà quels sont les postes sensibles au sein de l'organisation et dans quelle mesure elle souhaite appliquer une procédure de background check pour chacun de ces postes. Le deuxième élément, c'est que il faut penser en tant qu'employeur à l'effet sur le long terme, sur la marque employeur, et en menant finalement ce qu'on pourrait appeler des screenings ciblés. Si on a deux candidats qui se connaissent, qui postulent pour un même poste au sein d'une entreprise, qui discutent du processus de recrutement ensemble et que lundi, ah ben moi on m'a fait passer un background check et que l'autre n'a pas dû passer par ce background check, ça soulève évidemment des questions quant à l'égalité de traitement et ça risque d'impacter finalement négativement la marque de l'employeur. Le troisième volet, c'est finalement l'éthique qui est impliquée. Évidemment que les ressources humaines souhaitent appliquer leur procédure de screening de manière éthique et pour éviter toute dérive possible de discrimination. Donc, ils vont établir des critères qui seront clairs pour le screening et qui seront basés sur différents éléments qui peuvent être l'accès à des données sensibles ou à des infrastructures sensibles, la médiatisation d'un poste ou encore la position hiérarchique au sein de l'organisation d'une personne. Merci, effectivement, c'est très très clair et c'est extrêmement logique. Et effectivement, la loi est quand même assez structurante dans cette démarche, effectivement. Alors, on va parler maintenant d'un sujet un tout petit peu moins marrant. Je suis un candidat, j'ai menti de manière éhontée dans mon CV. Quelles sont finalement les conséquences potentielles pour ces candidats qui mentent concrètement et vraiment de manière vraiment pratique? Il peut leur arriver quoi à ces candidats? Et de nouveau une excellente question, de nouveau une question qui finalement se décline en plusieurs réponses. Il y a un premier niveau qui est au niveau d'équivalent. Donc finalement, à notre niveau, les candidats ne s'exposent à aucun risque en ne déclarant pas la vérité ou en omettant des données lors des déclarations. Nous restons un organisme objectif et indépendant et on ne souhaite pas émettre de jugement de valeur sur les dossiers que nous traitons. Donc de notre côté, il n'y aura pas de conséquences en soi. Cependant, c'est évident que des déclarations qui seraient frauduleuses alors vont pouvoir déjà impacter l'image qu'aura un recruteur ou un collaborateur des ressources humaines d'un candidat. Et puis, si on pousse la chose à l'extrême, de fausses déclarations sur un ancien emploi, si c'est quelque chose qui devait revenir aux oreilles d'un ancien employeur, pourrait impliquer des poursuites même pénales. Il faut savoir qu'en Suisse, le CV est considéré comme un document officiel et donc que des déclarations frauduleuses peuvent exposer les candidats à des poursuites pénales, que ce soit de la part d'un ancien employeur ou d'un nouveau/futur employeur. Ah, excellent. Enfin, excellent, je ne sais pas s'il faut dire excellent, mais en tout cas, c'est très intéressant. Quel conseil vous donneriez à un candidat, je dirais, quant à la rédaction de son CV? Quel conseil on pourrait donner? Alors, on voit bien qu'après tout ce que vous avez dit, moi, le conseil que j'ai envie de leur donner, c'est, bah, voilà, faut être le plus transparent possible. Mais vous, de votre côté, qu'est-ce que vous diriez, en fait? Alors, effectivement, il faut être transparent. On sait bien qu'aujourd'hui, un CV devrait être retravaillé en fonction du poste, en fonction de l'entreprise à laquelle on s'adresse. Ça, ce sont des choses qui sont évidentes. Maintenant, il faut rester extrêmement précis, extrêmement transparent dans ses déclarations. Il ne faut pas essayer de changer un titre de poste, par exemple, ou essayer de cacher une période sans activité professionnelle. Ce sont des choses qui sont amenées à être découvertes de toute façon lorsqu'un screening est effectué.
être transparent, ne pas omettre de données, ne pas omettre d'expérience non plus. On sait que parfois les candidats, si une expérience ne leur semble pas pertinente pour un poste donné, ils ne la mettront peut-être pas sur le CV. Nous, on part plutôt du principe qu'il faut mettre toutes les expériences sur un CV et que c'est au recruteur de faire le tri parmi ces différentes expériences. Donc l'implication, c'est quoi? C'est qu'un CV finalement ne doit pas à tout prix faire une seule page. Il se trouve que nous avons effectué une formation auprès de jeunes apprentis cette semaine, ce mardi, concernant justement les CV. Alors pour eux, effectivement, les expériences tiennent sur une page. Pour des gens qui ont plus d'expérience et des expériences variées, eh bien, ma foi, s'il faut avoir 2 pages à son CV ou plus, euh, c'est ce chemin-là que nous on préconise. Merci Marc. Alors c'est marrant parce que nous aussi, nous produisons nous aidons nos clients particuliers justement à faire des CV. Et c'est aussi le langage que je tiens très régulièrement, c'est-à-dire que le CV d'une page pour un profil senior, ça n'a absolument aucun sens parce qu'il y a tellement de compromis à faire justement sur la qualité de l'information, à la fois sur le plan, en tout cas pour se vendre, mais aussi sur le plan, je dirais presque juridique, parce que là on est sur le terrain juridique avec Equivalent, qu'effectivement ça n'avait même pas un arbitrage à faire. Alors moi j'ai quand même une question pour le coup pratico-pratique. Vous avez dit quelque chose qui m'a particulièrement interpellé. Vous avez dit il faut en fait respecter le titre du poste. Alors c'est vrai que nous parfois dans notre métier, la difficulté que nous avons, c'est qu'un candidat va avoir un intitulé de poste qui est souvent un intitulé maison, c'est-à-dire c'est un intitulé de poste qui va absolument pas parler à on va dire aux autres personnes parce que c'est tellement spécifique en fait à la société que on comprend pas. On pourrait ne pas comprendre et puis c'est voilà. Donc comment on gère ça alors en tant que candidat? Alors, il faut être effectivement pragmatique. Maintenant, c'est aussi pour ça que dans un CV, on a généralement quelques lignes pour décrire un poste. On pourrait aussi imaginer que le titre maison, comme vous l'avez dit, soit le titre utilisé, on va dire en gras sur le titre de poste, et que entre parenthèses plus loin, on ait le titre correspondant, disons dans un langage plus commun. Le fait est que voilà, un titre de poste, c'est pas quelque chose qu'on invente. Euh, si on est business development manager, ben on est business development manager, on n'est pas business development director. Oui. Donc voilà, ça c'est des choses. Il faut vraiment être précis sur ces choses-là, parce que finalement c'est aussi ce qui va ressortir sur le certificat de travail. Bien sûr. Alors moi, c'est vrai que ma question n'était pas dans ce sens-là, hein, parce que là, il n'y a pas de doute, hein. Je suis d'accord avec vous. Là, là, on est vrai. Oui, alors j'utilise un exemple qui est mauvais entre guillemets, en tout cas qui est exagéré pour illustrer le propos, mais le fait est que le poste qu'on a, c'est celui qui nous est donné par l'employeur, et que donc il faut respecter ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que si on pense effectivement qu'il ne peut pas être compris par d'autres personnes, qu'il ne faut pas le préciser sur le Bien CV. sûr. Merci en tout cas pour ces conseils de bon sens. Dernière question. Vous êtes, comment dire, vous êtes dans la recherche d'informations. Vous descendez jusqu'où en fait dans la recherche d'informations? Typiquement pour un profil senior, quelqu'un qui a une cinquantaine d'années, 55 ans, hein, d'accord, qui occupe un poste de direction, il va avoir en fait un CV long comme ça avec énormément d'expérience. Est-ce que vous allez jusqu'à vérifier les toutes premières expériences ou vous vérifiez vraiment que les plus importantes? Alors, de manière générale, même pour les profils les plus seniors, on n'ira pas plus loin que 10 ans. C'est pour une raison pratique, qui est que les entreprises ne sont pas tenues de garder les informations au-delà de ces 10 ans. Donc, ça veut dire qu'aller prendre une référence ou confirmer un emploi auprès d'une entreprise dans laquelle la personne aurait travaillé il y a 15 ans, bah, ça devient extrêmement aléatoire de retrouver les informations.
Merci beaucoup. Très intéressant encore une fois. J'ai appris beaucoup de choses et j'espère et je pense en fait que, les personnes qui nous écoutent vont aussi en apprendre beaucoup. Ça donne d'énormes indications sur la manière de rédiger, le CV, sur la manière en gros sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Merci en tout cas pour, toutes ces excellents retours d'expérience, et puis les quelques conseils aussi que vous nous avez donnés. C'est vraiment très intéressant. Je rappelle, Marc Tinguely, que vous êtes Business Development Manager pour la société Equivalent, qui est spécialisée donc dans la vérification de CV. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, David. Bonne journée à Merci, au vous. revoir. Au revoir. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations.